Travailleur acharné, l'artiste argentin Julio Leparc développe depuis maintenant plus de 50 ans une œuvre immense et multiforme. En faire le compte ne dira pas grand-chose, mais si on regarde de près ce qu'il a vraiment fait, on voit une présence constante, des dizaines de textes, de multiples prises de parole, des centaines de tableaux, de jeux, d'inventions, d'interventions, d'initiatives, d'affiches, dessins, enquêtes, parcours visuels et tactiles. On voit aussi un partage et une cohérence entre son travail personnel et ses activités collectives. Tout cela pour constamment remettre en question l'idée de hiérarchie, de passivité du spectateur, des relations de pouvoir entre officiels de l'art et artistes, pour commencer à pratiquer une démocratie active et susciter de nouvelles formes de communication et de vie. Jules Leparc s'installe à Paris en 1958, où, 2 ans plus tard, il cofonde le Grave, le groupe de recherche d'art visuel. Durant ces 8 années d'existence, la démystification du rôle de l'artiste, la désacralisation de l'œuvre d'art et la participation active du spectateur ont été les principaux axes de travail du groupe. Jules Leparc est toujours resté fidèle à ses préceptes d'origine, n'ayant de cesse de les mettre en pratique et de les développer tout au long d'une vie consacrée à la recherche et à l'expérimentation. En 2005, Daros Latin America invite Jules Leparc à exposer dans ses salles de Zurich. L'exposition intitulée Le Parc Lumière présente une des facettes les plus remarquables de son travail, ses recherches sur la lumière en mouvement. La première fois que j'ai vu un grand ensemble de Julio, c'était durant la Biennale de Porto Alegre en Brésil, il y a quelques années. Et moi, j'étais ravi que j'avais connu quelques œuvres de lui. Et je savais plus ou moins d'où il sortait et tout ça. Mais j'avais jamais vu un groupe d'œuvres tellement impressionnant comme Porto Alegre. Et pour ça, oui, je savais, il faut contacter directement à Julio et parler avec lui, et m'informer sur ce qu'il y a et sur ce qu'on pourrait faire. Alors, on a visité quelquefois Julio. Il faut à partir de ahí que C'est à partir de là, le travail d'organisation, l'établissement des plans, les installations à prévoir, les différentes possibilités de montage de l'exposition, que nous sommes arrivés à la sélection des œuvres ici présentes. Voilà par quoi nous sommes passés pour que cette exposition se réalise. Le choix des œuvres a été fait par les deux, par Julio et par moi. Moi, j'avais seulement proposé à Julio, écoute, moi, j'aimerais avoir une exposition seulement des années 60 et de lumière, les meilleures pièces qu'il y a, que tu avais jamais fait, et aussi des pièces, oui, bien sûr, pour faire voir les variations que tu as faites. C'est en 1959 que Jules Leparc entreprend ses premières expériences avec la lumière électrique. C'est le début d'une époque où l'art de notre temps trouvera l'une de ses expressions les plus accomplies. Émancipé des pesanteurs culturelles ou matérielles, à la croisée de l'espace et du temps, du mouvement et de la lumière, sous l'aspect immédiatement familier du bricolage, d'un jeu ou d'une simple curiosité optique, l'art tout à coup, avec une apparente facilité désarmante, échappe à toutes les catégories esthétiques répertoriées pour que commencent les années-lumière de Leparc. Une des plus belles aventures qu'un artiste ait entreprises avec la lumière.
La experimentation con la luz es producto de Les expériences avec la lumière sont le produit d'un processus de travail. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit, à partir de maintenant, je vais faire des œuvres de lumière, mais je me suis rendu compte qu'avec la lumière, j'arrivais à multiplier les images comme dans certaines des œuvres qui sont exposées ici. J'ai commencé alors à créer des écrans qui reflétaient les couleurs. Ces couleurs, j'ai essayé de les mettre en mouvement. Pour faire réfléchir ces couleurs à l'intérieur d'écrans plexiglas semi-prismatiques que je réalisais, j'ai incorporé la lumière afin de renforcer la présence de ces images. Et puis, c'est en continuant de manipuler ces différents éléments que je me suis rendu compte des autres possibilités que pouvait avoir l'utilisation de la lumière et du mouvement. J'ai continué d'expérimenter et d'explorer. Cet ensemble d'œuvres est plus le fruit d'une expérimentation continue que la volonté de réaliser des œuvres définitives. Notre intention était d'éliminer au maximum l'importance de la réalisation pour qu'elle puisse, à travers des moyens très simples, créer une relation nouvelle avec le spectateur. Dans ce sens, l'idée d'œuvre ouverte voulait qu'une œuvre puisse présenter beaucoup de situations successives et offrir une multitude de points de vue différents. En étant en mouvement, elle pouvait créer un temps, une succession d'images, une interrelation plus grande avec le spectateur. Ce n'étaient pas des œuvres définitives, c'était en général des œuvres mises en situation et qui créaient un intérêt dans la mesure où elles activaient le spectateur et qu'elles installaient une interrelation. Dans ce sens, l'idée d'œuvre ouverte allait à l'encontre de l'œuvre unique, définitive et réalisée une fois pour toutes. C'était, comme je l'ai déjà dit avant, le résultat d'expérimentations axées sur la recherche d'une production où le spectateur serait l'élément fondamental. Les œuvres, cette œuvre de lui fonctionne sur beaucoup de niveaux, non? Parce qu'on commence à penser du temps, de l'espace. Ça a aussi beaucoup de faire avec toute l'histoire de l'art du XXe siècle, non? Si je commence avec Maroy Nodge, Pevsner et ces gens, non? Et ça veut dire, bien sûr, il se trouve dans une tradition très très bonne et longue de l'histoire du XXe, mais puis il a rompu totalement et développé et créé cette chose révolutionnaire et nouvelle dans les années 60. Pour moi, il est le meilleur artiste avec la lumière de l'histoire du XXe siècle. Et en plus, il est tellement frais, pas seulement lui-même, mais l'œuvre, cette œuvre des années 60 qu'on peut voir maintenant dans l'exposition, est tellement fraîche que c'est vraiment étonnant. Kleine wie CDs, genau. Das heisst, das Material ist wahrscheinlich ist Plastik, Glas, Spiegel.
Y para mí el tema de la luz sigue siendo en la actualidad como Pour moi, les recherches sur la lumière sont toujours d'actualité. C'est comme une thématique que je peux encore développer et continuer d'amplifier dans la mesure de mes moyens, qui ont toujours été assez réduits. C'était là une préoccupation importante pour moi. C'est-à-dire que le résultat devait être en relation avec les moyens utilisés. Si j'utilise des grands moyens électroniques pour arriver à un résultat finalement pauvre, la situation est décevante. Dans mon cas, ayant peu de ressources à cette époque, j'utilisais des moyens plus rudimentaires afin de créer des situations. Ma satisfaction était que le résultat dépassait largement les moyens utilisés. Pour moi, c'est bien étonnant que Julio Lepar est capable de créer des effets tellement singuliers avec presque rien, parce que si on voit l'installation sans lumière telle qu'elle est, il n'y a presque rien. Ce sont des petits trucs simplement mécaniques, des disques qui se mouvent, les miroirs, et un peu plus, non? Mais pas grand-chose, c'est bricolage, oui, pur. Et ce que lui est capable de faire sortir de cette construction tellement primitive, ça c'est pour moi, c'est vraiment un miracle, c'est merveilleux. Et pour moi, lui est un magicien. Avec rien, créer un effet tellement beau. Il s'agit de réconcilier l'art et la vie dans une réciprocité dynamique, moteur d'une utopie réaliste. Dans un même élan, il s'agit de transformer les objets de l'art et la fonction des artistes dans la société. Plutôt que de piéger le mouvement et la lumière, Julio Lepar les libère comme il libère le spectateur de ses inhibitions. Inventant sans cesse de nouveaux objets, de nouveaux stratagèmes, il invite à voir avec d'autres yeux. Ainsi, le mouvement qui porte l'ensemble de l'œuvre de Julio Lepar, loin de se limiter au seul cinétisme, est celui d'une vie vouée à changer les choses et les comportements dans un monde perclus de certitudes.
La première fois que j'ai vu cette exposition, c'était dans les salles de Daros Latinamericana à Zurich. Cet été-là, je voyageais en Europe à la recherche d'expositions pour ici, le laboratoire. J'ai donc fait un tour par les salles d'exposition de Daros. Ça a été là ma première expérience avec ce merveilleux projet. Après l'avoir vu, j'ai commencé à évaluer tout ce que ça pouvait impliquer de l'amener au Mexique avant d'aborder les gens de Daros et d'étudier avec eux la possibilité de la faire venir. Car je me suis immédiatement rendu compte que c'était un projet parfait, non seulement pour le laboratoire, mais également un projet très important pour notre public au Mexique. Cette exposition est la même que celle qui a été présentée à Daros, à Zurich. Le commissaire du laboratoire d'art Alameda l'a vue et ça l'a intéressé. Il a passé des accords avec Daros pour la faire venir. À Zurich, nous avons travaillé ensemble sur les plans afin de mettre au point l'installation des œuvres dans cet espace. Après cette réunion avec Julio, nous avons entamé un processus de réflexion afin de distribuer les œuvres dans les salles. Ça a été un processus qui s'est poursuivi jusqu'au jour de l'inauguration. Voir comment les œuvres cohabitent les unes avec les autres, définir le parcours du public dans l'espace muséographique et la muséographie en soi. Je sens que ça a vraiment été un processus très enrichissant. Et je crois que cela va se voir dans cette nouvelle présentation du projet, ici, à Mexico. Tous les gens m'ont dit que la collaboration était parfaite entre lui avec son assistant et avec Kate Weiser, c'est notre technicienne, qui est très très bonne, qui avait préparé les choses déjà ici. Et on avait eu beaucoup de contacts. La collaboration avec l'équipe de Daros s'est très bien passée à tous les niveaux, aussi bien sur le plan organisationnel, administratif, que sur le plan technique, surtout au niveau du montage avec l'équipe qu'ils ont réunie, qui a été très efficace, très minutieuse, très précise, et qui a préparé le montage de l'exposition de manière excellente. Ça a été incroyable avec les gens de Daros. Nous aimerions que toutes les collaborations puissent se passer comme celle-ci. Ils comptent avec une équipe extrêmement professionnelle. Les techniciens ont un respect incroyable envers les œuvres. Ils ont une vocation et une rigueur, une implication dans le projet qui est réellement admirable. Le parc a su englober dans son langage la faculté du monde à se transformer en permanence, la relativité, l'espace-temps, la fluidité et la souplesse des phénomènes naturels et le caractère corpusculaire et ondulatoire de la matière-énergie. Avec le cinétisme, l'art a pris conscience de l'instabilité du réel. À partir de là, le phénomène esthétique se développe sous nos yeux, directement. L'œuvre naît, s'agite, consomme de l'énergie, meurt et renaît. L'œuvre se situe dans le présent. Une œuvre cinétique n'est que le déroulement d'un événement physique devant nos yeux. Les forces de la nature, ombre, lumière, énergie motrice, nous présentent l'énorme travail qu'elles accomplissent continuellement dans l'univers entier. L'art cinétique n'est pas un art réaliste, c'est un art du réel. L'œuvre est le lieu d'un phénomène réel et actuel, canalisé par les soins de l'artiste, un phénomène constitutif qui lui donne vie au moment même où nous le percevons. Le parc est avant tout un interprète, un filtre, un tamis de la réalité.
lui a proposé de faire voir, d'introduire aussi l'exposition quelques coins avec des choses interactives, avec des jeux. Et oui, bien sûr, parce que ça c'est une chose fondamentale, non, de son œuvre et d'une importance principale. L'idée de jouer, de se perdre, de être comme un enfant, oui, d'avoir une présence joyeuse dans une exposition. Et quand j'ai été hier dans l'exposition, j'ai vu des jeunes gens éclatants de joie. C'était la première fois dans ma vie que j'ai vu quelque chose comme ça dans un musée. Dentro de experimentar las salas de juego se fueron constituyendo a la medida que les salles de jeu se sont constituées progressivement à mesure que le processus de recherche avançait. Une proposition suivait l'autre et finissait par constituer un petit ensemble qui s'agrandissait chaque fois plus. Salle de jeu, dans le sens où la participation du spectateur se faisait chaque fois plus physique, avec des éléments à essayer, comme les lunettes, pour voir l'environnement d'une autre manière, ou bien les miroirs pour se voir autrement, les sols instables, les parcours. Il y a aussi les effets de surprise, les mouvements que le spectateur peut actionner, les éléments à manipuler. Enfin, toutes ces choses servaient à solliciter une participation ou créer la possibilité d'une participation plus physique, plus active du spectateur. Un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé comme précédent historique, c'est l'interactivité. C'est aujourd'hui essentiel en ce qui concerne les œuvres utilisant les nouvelles technologies. Dans le cas de ces œuvres de Julio, l'implication du public est très claire. C'est comme si sa participation était essentielle pour activer les pièces. La participation qu'elle implique est le ressort essentiel de son œuvre. Le parc fournit toujours les dispositifs indispensables pour que le spectateur puisse modifier son agencement, altérer sa forme, interrompre son mouvement, la pénétrer visuellement ou physiquement. On se laisse prendre à l'insolite, l'étrange ou l'amusant de la situation. Son effort vise à minimiser le rôle du créateur, à exalter celui du spectateur qui devient co-responsable de l'œuvre. Celle-ci est désormais le terrain d'élection d'un dialogue où peuvent enfin se satisfaire nos désirs refoulés d'expression. Avant d'être une réussite esthétique, elle vaut comme réceptacle de notre intervention. À nous de choisir, de réfléchir, de décider. L'art s'adresse donc à tous, sans discrimination. Et c'est là où, par la recherche d'un spectateur nouveau et universel, le parc parvient à concilier son activité d'artiste, obligé de produire de l'art pour les galeries et pour l'élite, avec celle d'un artiste idéologiquement d'avant-garde. Face à sa tentative d'union des contraires, on est bien obligé d'admettre que pour lui, il n'est pas utopique d'imaginer la possibilité d'un art pour tous, à l'intérieur d'une société égalitaire dans laquelle le jeu serait un tremplin pour transformer l'histoire, changer la société pour laquelle il se bat en tant qu'homme et artiste à la fois.
Il y a des aspects très importants dans son travail. Son dialogue, le dialogue de chacune des œuvres avec le propre espace qu'occupe le spectateur. Ce ne sont pas des œuvres qui sont cantonnées dans un espace déterminé, mais des œuvres dont la lumière et le mouvement envahissent, inondent l'espace même que nous occupons, de manière à focaliser l'attention sur le public, nous faisant prendre conscience de la temporalité et de notre présence physique à l'intérieur du même espace qu'occupe l'œuvre. Elle ne se trouve plus suspendue sur un mur comme une œuvre bidimensionnelle et statique, ou posée sur un piédestal comme une sculpture traditionnelle, mais elle est descendue de son piédestal pour venir occuper notre espace. Elle ne se trouve plus dans l'espace privilégié du piédestal et nous en face à la regarder, mais ces deux espaces s'entrechoquent, ou pour dire mieux, se rencontrent. Dans le texte que j'ai écrit pour le catalogue, je me réfère particulièrement à cette relation intéressante et nouvelle que l'on trouve chez Julio et Le Grave, le groupe de recherche d'art visuel au sein duquel ils travaillaient, comment ils ont introduit la question de la participation du public et comment ils ont petit à petit réussi à lui donner une place chaque fois plus grande pour arriver à faire du spectateur un quasi co-auteur de l'œuvre. De son côté, le critique Romero Brest soulignait que ce que l'œuvre est en train de montrer, ce ne sont pas les lumières proprement dites, mais la personne, le public qui regarde l'œuvre. Dans ce sens, c'est une œuvre qui met l'accent sur l'homme même. Et pour moi, c'est aussi très important de compter avec l'aspect politique dans son art, non? Parce que ces choses ne sont pas seulement belles, mais il y a toujours l'aspect politique, ça veut dire l'aspect démocratique, qu'il jamais a voulu octroyer des idées sur le spectateur. Et il a formulé aussi avec ses collègues du groupe Grave. Et ça, c'est très important parce que maintenant, les gens, les artistes qui font des choses un peu similaires n'ont aucune idée politique. Ça, maintenant, c'est l'art pour l'art. Mais avec lui et pour lui, c'était pas du tout, c'était le contraire. D'ouvrir l'art au grand public et de faire des choses attractives. Et ça me plaît, non? Parce que il y a la dimension politique, sociale, mais pour commencer, il y a la dimension surtout esthétique et attractive pour attirer les gens, pour créer joie. Taina on taina se plakje om 18 te draaien. Ja, genau. Ah, daarom doen ze zo. Ah.
Ce que j'ai constaté au cours des différents montages d'expositions, dans les différents lieux où j'ai exposé, surtout quand il s'agit de grandes salles, c'est que l'ensemble des expériences, mises en situation et agencées de telle manière dans un espace donné, arrive à créer par lui-même une nouvelle œuvre générale. Cette œuvre est l'addition, la somme des expériences présentées. Et elle arrive à créer une situation, je ne sais pas si elle est meilleure, mais en tout cas chaque fois différente. Une situation qui naît de la réunion de ces œuvres. J'aime penser à cette notion de Julio, pour qui il s'agit ici d'un nouveau grand travail. Malgré le fait que les pièces présentées ici à Mexico sont les mêmes qu'à Zurich, par leur répartition et les caractéristiques de l'espace, oui, on peut les percevoir comme une grande œuvre nouvelle. Et j'insiste sur cette idée de Julio qu'il s'agit là d'une grande symphonie composée de diverses parties. Pour moi, c'est un Gesamtkunstwerk, tout ça. Un Gesamtkunstwerk, c'est un terme allemand et qui veut dire tout est intégré. C'est une œuvre d'art qui est capable d'intégrer le spectateur totalement, parce qu'on a aussi les lumières à travers le corps. Oui, il y a toujours, on se trouve dans une mer de lumière. Et ça change, et ça bouge, et il y a lumière partout. Et bien sûr, il y a des œuvres bien visibles comme œuvres, mais tout ça, ça forme une symphonie, une grande symphonie de lumière. Ce qui m'a poussé à faire venir le Parc Lumière à Mexico, c'est de pouvoir rendre compte de ce précédent historique. Je crois qu'il est très important de considérer les dates des œuvres et de constater leur validité toujours actuelle. Je crois que c'est cela qui m'a le plus impressionné la première fois que je me suis trouvé face à cet ensemble d'œuvres, cette grande symphonie. Ce sont les dates des œuvres, c'est-à-dire l'époque où elles ont été créées et leur actualité aujourd'hui. C'est ce qui m'a paru le plus important. C'est-à-dire que ces œuvres des années 60 peuvent passer pour des œuvres faites aujourd'hui. C'est pour moi une des raisons de la grande importance de ce projet. Au monde entier, il y a beaucoup d'artistes jeunes qui expérimentent avec cette chose, avec ce phénomène, avec le contact du spectateur, avec l'interactivité et tout ça. Et moi, je suis bien convaincu que Julio l'a fait beaucoup meilleur il y a 40 ans. Et ça, c'est aussi très important pour moi, pour faire voir aux jeunes et à tout le monde qu'il y a un grand artiste qui a fait des choses merveilleuses. On a des réactions très, très belles de toutes les parts qu'il y a. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé avec une seule personne qui n'était pas enchantée
avec cette lumière, cette expansion de lumière, et aucune personne qui n'était pas touchée par ça. Je crois que ça, c'est très, très extraordinaire. Jules Leparc est resté le même, attentif, autocritique et vigilant, se forgeant lui-même et se cherchant dans chacune de ses œuvres. Une œuvre qui se développe avec la lumière, l'espace et le temps. Une œuvre habitée par cet homme qui la manipule tout en vivant sa vie et grâce auquel elle se réalise. L'artiste a créé les règles du jeu auxquelles il nous invite à participer aujourd'hui. Une société plus harmonieuse sera celle où pourront pratiquer l'art tous ceux qui le voudront, car ils seront en situation de développer la créativité qui sommeille en tout être humain. Jules Leparc est l'un des annonciateurs de cette harmonie retrouvée entre l'homme et lui-même. Mieux, il la prépare par son travail méthodiquement orienté. C'est ainsi qu'il assume au mieux la fonction sociale de l'artiste d'aujourd'hui.